toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On avait potentiellement encadré un crash ajourné, on va en parler ensemble. On a eu ce petit pump dans la nuit, merci les Asiatiques, ou en tout cas lorsque Wall Street est endormi, les order books sont relativement maigres, les carnets d'ordre sont relativement fins, et on peut éventuellement encadrer des petites résolutions de ce triangle de contraction qu'on avait vu et qui avait beaucoup été partagé dans le Discord. La résolution est haussière, tant mieux, on aurait très bien pu aller chercher plus bas, et je me dis que ça aurait été potentiellement bon d'aller chercher plus bas, éventuellement un ST pour sortir tous les acheteurs à découvert, complètement logique sous les 18 000 $. Il y avait une grosse poche ici, merci Coup7 d'ailleurs de le partager très régulièrement. Ici est une petite poche de liquidité complètement logique à 18 000 $. Je ne sais pas pourquoi on n'est pas venu la chercher, et ça aurait été bien de venir la chercher dès lors. Dans mon scénario, c'est une simple chasse à la liquidité, et on regardera les objectifs de cette chasse à la liquidité, et pourquoi pas encadrer des trades dans la tendance, parce que la tendance est notre ami, sur des positions de vente à découvert. Je vous explique tout ça maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des héros du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation, dans l'onglet ici documentation, d'une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Je l'utilise personnellement depuis des années, que ce soit sur les marchés tradis ou crypto, et m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur les cours moyen long terme, malgré que je suis, ou bien que, malgré je n'ai plus le droit de le dire, bien que je suis plutôt investisseur dans le temps. Côté Bitcoin, on a eu cette petite résolution de ce triangle, on va pas le retracer, on avait aussi tracé ça, beaucoup parti dans le Discord, on l'a vu beaucoup sur internet également, cette petite trendline juste ici, c'est breaké plutôt proprement, on va chercher une excursion haussière, donc c'est extrêmement propre. On avait d'ailleurs aussi encadré un petit trade ici, qui n'est pas venu chercher par rapport à cette toute petite mèche là, on a eu peur, mais au-dessus des 18 500 $, à peu de choses près c'est tenu. Alors c'était où par rapport à un premier arrêt, d'un retracement, on prend le trade ici sur un premier arrêt d'un précédent retracement, et puis derrière vous pouvez éventuellement aller chercher des objectifs plus hauts. Ici, j'avais mis une petite box jaune pour TP, ça a TP, et c'est ça que vous observez en réalité. Parce que quand vous mettez un trade en place, vous ne changez pas votre plan au fur et à mesure du temps. Donc vous le conservez, et vous avez en réalité une dépréciation assez forte au niveau du ratio long short, parce que les gens ont TP ici. Donc si j'avais joué ce trade, je ne le joue pas, hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment je faisais dans le temps, mais j'ai plus le temps de le faire, et puis ça m'intéresse pas. Mais vous avez ici beaucoup de personnes qui ont TP, et vous avez ce ratio long short qui est déprécié. Vous avez une augmentation au niveau du CVD spot, plutôt intéressant, on voit que ça achète sur ce marché, vous avez une explosion au niveau des open interest, on repasse les 300 000 bitcoins leveragés, c'est beaucoup de bitcoins. Soit on veut une excursion haussière, un arrachement haussier, et on veut voir ce open interest descendre. Si on continue à voir quelque chose comme ça, monter, partez du principe que si on voit la moindre structure très psychologique dans un M-top sur des petites time frames, c'est sauf qui peut, parce que derrière ça peut flancher très fort. On doit aller chercher logiquement dans la résolution de ce range actuellement, entre les 17 000 $ et les 25 000 $, à peu près 10-12 milliards de liquidation. C'est à peu près ce qui se positionne actuellement dans ce range. Donc la résolution sera très probablement violente. Ça, c'est très important. On ne le dira jamais assez. Ça peut être par le haut, par le bas. Pour l'instant, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est par le bas. Pourquoi? Parce que la dynamique de fond est baissière. On ne peut pas se mentir, malheureusement. La dynamique de fond est baissière. Je vais passer en délit ici. Le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de continuer cette baisse. C'est d'aller craquer vers le bas. En réalité, d'aller chercher ses objectifs sur les 10 000, 12 000, 15 000 $ si vous le souhaitez. Mais on est vraiment dans une dynamique tendancielle baissière ici. Donc on peut aller chercher éventuellement et structurer des trucs extrêmement beaux. Aller chercher un premier arrêt pour aller chercher un high plus bas que le précédent. On sera très loin d'être sorti d'affaires. On avait fait cet exercice-là dans le précédent live pour aller chercher des springs ou des ST beaucoup plus hauts, des UTAD éventuellement beaucoup plus haut pour derrière aller cracher. Peut-être que effectivement ce blackout des marchés ou cette purge généralisée des marchés financiers est retardée, parce que généralement le marché fait le contraire de ce que la majorité pense en tendance. Donc là on est plutôt dans une tendance relativement baissière, on arrive sur des supports de marché, notamment sur le S&P, ça tient. Ça tient, donc on ne va pas vendre debout sur la table sur des supports. Il ne faut surtout pas faire ça. Et au même titre que Bitcoin, il ne faut surtout pas vendre à découvert en levier x50 ou x100 parce qu'on pense que ça va partir tout shoot entre guillemets à 10 000 $. C'est très très risqué. Vous aurez éventuellement des points d'entrée. Le premier point d'entrée que vous avez, c'est juste là, hein, entre les 21 000 $ et les 22 000 $ à peu près, dans une zone de rechargement de vente logique. Pourquoi c'est intéressant éventuellement d'encadrer un short dans la tendance, puisqu'on est bien dans une dynamique tendancielle de fond baissière ici sur des toutes petites time frames. On a toujours des creux toujours plus bas que les précédents, et derrière toujours plus bas que les précédents. On tente de retourner cette pattern, mais vous avez ici un high, éventuellement pour aller chercher un autre high, et pour retourner ce marché, et toujours dans la continuation de tendance baissière. Parce que ici, c'est aussi nos options, on l'avait vu hier, c'est ce qui nous avait fait repousser ou ajourner, entre guillemets, notre crash, entre guillemets, du lundi.
derrière, on a 22 000 $ par rapport à notre max price. Je doute très fortement, et je doute encore aujourd'hui qu'on fasse gagner ces gens-là. Enfin, il y a eu une prise de panique en réalité lundi, c'était pas possible dans le week-end, où il y avait une augmentation fulgurante au niveau des puts pour dire, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin du mois, je suis sûr de pouvoir vendre du Bitcoin à 18 000 $. Oui, bon, je ne sais pas quelles mouches ont piqué les opérateurs de marché, mais je comprends que ce soit extrêmement difficile psychologiquement pour pouvoir tenir sur ces niveaux-là, puisque en réalité on a peur et on a tout le temps peur. Et généralement, on a plutôt le contraire de ce qui se passe, c'est plutôt intéressant de le voir. Il y avait aussi la possibilité d'aller chercher une résolution et un fake out plus bas, prendre une poche de liquidité et remonter. J'aurais préféré ça. Pourquoi? Parce que si on reprend par rapport à notre petite pattern de wake-off de redistribution, on voit ici que le saut, eh ben, il va pas chercher une petite poche de liquidité avant d'aller chercher un ST, puis un saut ici. Donc j'aurais vraiment préféré qu'on aille chercher une petite poche de liquidité parce que ça aurait revenu par rapport à notre autre petite pattern sur un ST phase B. Juste là, on prend la poche de liquidité et on pouvait éventuellement, avec le spring n'est pas obligatoire, pour aller chercher une phase de réaccumulation. Alors oui, c'est très précoce. Et il faut regarder avec les volumes, vous êtes nombreux à me le dire, c'est pas si simple que ça, c'est juste une représentation, une vue de l'esprit qu'on peut se mettre en place, mais c'est toujours bon d'aller chercher les acheteurs. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont positionnées là-dedans et qui se sont... Parce que le risque management, en fait, est excellent, en réalité. Et j'ai tendance à dire que le marché récompense ou donne raison aux impatients, mais récompense les plus patients. Soyez très vigilants par rapport à ça. Je ne suis pas permabère, je ne suis pas permaboule. Je traite juste ce que je vois, et jusqu'à preuve du contraire, ce que je vois, c'est ni plus ni moins que de la chasse à la liquidité et des mouvements de volatilité organisés par des market makers. Parce qu'ils ne veulent pas, entre guillemets, décrocher au niveau de leurs objectifs. Eux ne perdront pas. Ils ont des poches illimitées sur un marché, même si de plus en plus liquide. Et s'ils veulent placer le cours exactement à 22 000 $, ils le placeront exactement à 22 000 $, qu'on le veuille ou non. Ok, ça c'est super important. Je continue avec des choses très intéressantes. Ici, c'est Kouz qui nous le partage. On a quand même une augmentation au niveau des achats spot juste ici, 100 millions, 1 million de $, les grosses baleines continuent à acheter, et on a complètement les chaussettes, les petits portefeuilles. Donc ça c'est plutôt intéressant à voir, parce que en réalité les petits portefeuilles, donc entre 100 et 1000 euros et 1000, 10 000 euros, qui sont plutôt en train de vendre alors que tous les autres, entre guillemets, achètent, généralement on va en contresens de la majorité du public, évidemment. Par contre, ne perdons pas ça de vue. Ici, il y a une grosse poche de liquidité des 18 000 $, et j'aurais vraiment voulu qu'on aille la chercher, cette poche à 18 000 $. C'était complètement logique, et je sais que beaucoup d'entre vous avaient des petits ordres positionnés juste ici pour capturer la liquidité, et ça aurait été éventuellement un bon play contre-tendance pour celles et ceux qui savent le faire. Voilà, j'ai fait à peu près tout ce que je voulais dire au niveau de Bitcoin. On a des divergences qui se sont bien sûr confirmées, que ce soit en daily, que ce soit en 4 heures, que ce soit en 1 heure, au niveau de notre RSI ou de notre MACD, c'est plutôt intéressant de l'observer. On a un retour des volumes acheteurs, c'est exactement ce qu'on voulait également voir. En gros, ce n'est pas un faux mouvement, c'est un breakout, c'est un vrai mouvement, mais pour moi, ça reste de la chasse à la liquidité, puisqu'on ne peut malheureusement pas faire gagner tout le monde, vendeur à découvert, compris évidemment. J'ai fait un petit tour sur l'order book. Ok. J'aimerais vous diriger vers le CAC 40. CAC 40 qui nous proposait quelque chose parce que en fait, les opérateurs de marché, notamment de Wall Street, se désolidarisent du CAC 40, ce qui n'est pas complètement délirant. Hein. Je peux parfaitement le comprendre, il n'y a aucun problème avec ça. Nous, on est bien cherché, on est bien venu chercher en réalité des plus bas, chercher de la poche de liquidité. On est en train de travailler notre premier arrêt, donc doit-on s'inquiéter ou pas? Non, pour l'instant on ne s'inquiète pas, on est en train de travailler, on avait cassé juste ici notre fameux dernier plus haut sommet, donc avant le crash du Covid, donc c'est pas très bon au niveau du 40, mais en réalité on va plutôt chercher des valeurs défensives sur le CAC 40, les valeurs de croissance sont matraquées actuellement sur le CAC 40, on peut le comprendre, hein, d'accord, il n'y a pas de problème avec ça, mais ça, je voulais pas vous le louper. Derrière on va tout effacer, et je passe en annuel. Parce qu'on n'a pas des structures en réalité en weekly, même si on a des magnifiques W weekly qu'on piège, des M-top dans des magnifiques W, dans un énorme W, dans plein de gros W, donc ici dans des W, mais c'est même pas en réalité en mensuel, parce qu'en mensuel on a aussi des choses qui sont très intéressantes, on a des W, dans des énormes W en mensuel, dans des W avec ici un magnifique W en mensuel, on vient de faire quoi? Le West Cop Check, pas de problème, le petit wake-off, ici pas de problème, mais ici on a aussi quelque chose en annuel, et annuel c'est magnifique, parce qu'on aurait pu être à l'aube d'un super cycle au niveau des marchés financiers, ici on a bien clôturé un magnifique W, une structure reine, très psychologique, en annuel, en une année. Donc en réalité, tout ce qui se passe ici n'est peut-être indirectement pas considéré, c'est juste en réalité une chasse à la liquidité ni plus ni moins, donc on peut aller chercher, mais les structures sont faites. Les structures sont faites. Ce qu'on ne veut pas, effectivement, c'est une réintégration. Donc, vous pouvez prendre les clôtures de bougies, juste ici. Il n'y a aucun problème avec ça.
Donc clôture du bougie, et des réintégrations annuelles, donc des clôtures annuelles sous ces présentes bougies, seraient potentiellement considérées comme une réintégration et une forte dépression, une forte récession, une forte... tout ce que vous voulez dans les bas, dans les enfers, etc. Mais ces structures-là ne sont pas à prendre à la légère. Donc je comprends que beaucoup se sont intéressés notamment à des valeurs du CAC 40, plus ou moins de croissance, parce que ici c'est très très intéressant, et c'est pas une mauvaise chose. Si vous parlez de droit de pique, on est sur un rat de pique en réalité actuellement sur le CAC 40. On avait quand même la même chose au niveau du S&P 500. Si vous prenez le SPX, mais ici on va enlever tout ce qui est inflation, donc on va le passer en M2, vous avez des choses qui étaient très intéressantes. Je vais pas... Ouais, j'efface tout, on s'en fiche. Ici, vous avez... Alors, je vais pas mettre en annuel, je vais plutôt mettre en mensuel, on le verra très bien aussi. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de tout ça. Ici, on arrive sur une espèce de support énorme à chaque fois. Vous regardez par rapport au crash de 2008, ici par rapport au crash de 2000, donc on était parti faire une excursion haussière. Ici, on arrive sur des supports crack Covid. Ici, on arrive, on en avait parlé il y a très longtemps dans une vidéo d'erreur du Bitcoin, même dans plusieurs vidéos d'erreur du Bitcoin. Faites attention, on arrive sur des supports historiques et derrière, on peut éventuellement retracer relativement fortement. Alors, pourquoi vous ne voyez pas la même chose ici? Parce qu'on vous avait enlevé toute l'impression monétaire. En réalité, sur ce graphique-là, vous mettez /M2, c'est la réelle valeur du S&P 500 hors injection et impression monétaire. Donc on arrivait sur un énorme support. On l'avait quand même breaké, pour le coup, en mensuel, donc c'était plutôt intéressant. Et on était à l'aube d'une pattern énorme en épaule, tête, épaule inversée qui pouvait nous envoyer plus haut que terre. Donc oui, ça peut être compliqué. Vous pouvez poser des trainlines, tout marche avec les trainlines ou les Fibonacci, il n'y a aucun problème avec ça. On peut aller chercher beaucoup plus bas, les 3500 points, les 4000 points, etc. sur les S&P 500, 2400 points si vous voulez. Mais en réalité, on est peut-être à l'aube d'un super cycle au niveau des marchés financiers, peut-être à l'approche de 2024. Je voulais juste vous montrer ça, je trouvais ça intéressant. Et je voulais vous montrer ça pour une autre raison également. C'est ceci. Ça, c'est en réalité le DXY, donc c'est l'indice du dollar. En M2, vous enlevez en réalité toute l'impression monétaire, tous les comptes courants, etc. des Américains et tout ce que vous voulez. Et c'est considéré comme la réelle valeur du dollar. Donc on observe quelque chose de très simple. Déjà, ça a perdu 97% ou 99% de sa valorisation depuis sa création. Ça, on est tous d'accord avec ça. Donc oui, malheureusement, le dollar de 1950 n'a pas la même valeur que le dollar d'aujourd'hui, vous pouvez le comprendre, ça revient au même que de parler de l'ancien franc, nouveau franc, euro aujourd'hui, hein, ça a bien sûr perdu de sa valeur. Et à chaque fois, on revoit la même fractale. On va chercher un premier arrêt, on crache. On va chercher un premier arrêt, on crache. Premier arrêt, premier arrêt, premier arrêt. Mais c'est pas une fois, c'est pas 10 fois, c'est 20 fois que ça se passe tout le temps comme ça. Donc j'ai partagé sur Twitter, nous y sommes encore. Et on arrive potentiellement sur un top ou très proche d'un top de marché. Pourquoi très proche d'un top de marché? Parce qu'en fait, on n'y est pas tout à fait encore. /M2, donc j'ai partagé ça, et si on zoome très très fort, donc là actuellement on est je crois à 114 points au niveau du DXY, vous voyez on n'y est pas tout à fait, et juste avant on y est quand même tout à fait, donc je trouvais ça intéressant peut-être de vous en parler, puisque ça nous permettrait peut-être d'avoir ce blow-off top au niveau du DXY, aller le pousser un tout petit peu plus, et on avait des objectifs entre les 117 et 121, et je sais que beaucoup commencent à parler de cette énorme résistance au niveau des 118, 117, 120, 121. Bon, partez du principe que ça va être difficile à passer, vous pouvez avoir raison. Le truc qui pourrait éventuellement être pas bon du tout, c'est voir ce type de choses. Voilà. Là, c'est ne vous accrochez pas à nos rêves, on n'achète pas dans la descente, c'est le crack financier, on price fortement la récession, voire une dépression, une déflation derrière. Donc là, on pricera la panique. Mais jusque-là, je pense qu'on ne pricera pas la panique. Je pense qu'on peut maintenir nos supports, aller chercher de la chasse à la liquidité, que ce soit des crypto-actifs ou que ce soit sur les S&P 500. Mais jusqu'ici, j'ai envie de dire, tout va bien. Laissons entre guillemets les autres monnaies se déprécier par rapport au dollar, parce qu'actuellement c'est un combat de forex, je le dis très souvent dans les vidéos d'Hero du Bitcoin, donc je ne m'inquiète pas jusqu'à ces niveaux-là, mais si on commence à avoir de la consolidation et une structure de continuation, à ce moment-là ça risque de grincer au niveau des valeurs à risque, entre guillemets. Voilà pour ça. On continue, parce que je voulais vraiment vous parler de ça, de faire un petit chassé-croisé entre j'ai envie de me positionner sur des valeurs tech, parce que c'est pas complètement inintéressant, et j'aimerais vous reparler de Coinbase. Pourquoi j'aurais envie de vous reparler de Coinbase? J'ai fait un investissement il y avait quelques semaines, je vous en avais parlé il y a très très longtemps. D'ailleurs, Socrate m'avait dit c'est peut-être pas une bonne idée, parce que par rapport à des PER, on peut aller vous voir beaucoup plus bas. Oui, mais pour un investissement, c'est pas très très grave. Finalement, j'ai acheté le bottom, puisqu'après derrière, on a structuré un W-Weekly. J'avais surtout comparé ça par rapport à Apple d'antan, par rapport à un niveau de PER, vis-à-vis de la capitulation, par rapport aux revenus qu'ils généraient. C'était relativement faible par rapport à Apple à l'époque.
Donc je me dis, on n'a pas perdu 40% de sa valorisation depuis l'introduction, donc je crois que ça a été, on va le prendre ici, je ne sais pas si cette mèche, même si cette mèche est vraie, hein, bon, on va le prendre ici. Derrière, ça avait perdu 90%. Bon, généralement, des bonnes valeurs tech, ça perd 50%, on commence à s'y intéresser. Bon, je ne l'ai pas acheté là, j'ai acheté là sur un investissement, c'est pas complètement délirant. Je pense que c'est pas une mauvaise solution. Mais ce que je voulais vous dire par rapport à un relais, et on peut faire Coinbase vs Tesla, qui sont des valeurs de croissance, qui sont des valeurs technologiques, qui ont une adoption massive, qui les attendent, un dans les cryptoactifs, l'autre dans les voitures électrifiées. Et pour le coup, on peut éventuellement faire ces raccourcis-là, même si c'est pas le même business, etc. Je comprends, mais c'est juste une mécanique d'analyste financière pure, on parle de la technique pure, on oublie souvent que sur ces niveaux de prix, malgré qu'on est sur Bitcoin et cryptoactifs des moins 90%, moins 80%, il y a beaucoup de volumes d'achat qui ont été exécutés. Donc je vous le montre et je vous le redis, il y a eu beaucoup de volumes d'achat exécutés sur ces niveaux de prix et les échangeurs se rémunèrent principalement avec quoi? Avec des volumes d'achat. C'est clairement en réalité ça. C'est ces volumes-là, et il y a des forts volumes, notamment sur les perps, notamment sur le spot, qui ont été engendrés depuis tout ce range-là. Et je pense que ça se verra et ça se ressentira dans les résultats de Coinbase. Donc je pense qu'ils n'en parlent pas, parce que sinon ils n'ont pas vraiment le droit de le faire, mais je pense qu'on peut avoir une très bonne surprise au niveau de l'action de Coinbase, par rapport à des revenus qui avaient été sous-estimés par rapport à des opérateurs de marché, qui ont peut-être mal encadré, donc c'est très prédictif, mais qui auraient mal encadré le volume aujourd'hui de trading qu'il y a sur ces plateformes. Je rappelle que Coinbase est la deuxième plus grosse plateforme mondiale. Ok, ça c'est super important. Ensuite, il y a beaucoup de FUD, on va pas se mentir. Il y a des FUD de partout, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, voilà, Coinbase. Voilà, juste ici, Coinbase dément les allégations de trading pour le compte propre. Apparemment, ils avaient tradé avec 100 millions de dollars. Donc, c'était plutôt pour tester les mécanismes et les algorithmes et leurs trucs. Bon, finalement, pas top l'histoire. Donc, il y aura beaucoup de FUD qui iront, mais ça permet d'alimenter en réalité une situation perplexe pour empêcher les petits porteurs de rentrer dans ces actions-là. Vous ne rentrez pas quand une action fait moins 90%. Vous y rentrez plus en réalité, vous la regardez même pas. Mais moi je la regarde et les opérateurs la regardent et ces FUD-là sont très intéressants pour potentiellement alimenter une baisse. J'avais aussi un autre truc, je crois qu'ils avaient, avoué, entre guillemets, à moitié avoué, voilà, Coinbase, un des accusés reconnaît sa culpabilité. Vous vous rappelez, il y a eu un petit FUD il y a quelques semaines de cela par rapport à des ICO et des achats massifs sur d'autres exchanges, parce qu'ils savaient qu'il y allait avoir des listings sur Coinbase, donc beaucoup de volatilité, beaucoup de liquidité, donc beaucoup de volatilité pour potentiellement de l'achat, bien évidemment. C'est beaucoup plus facile d'acheter un marché que de le vendre, surtout quand vous en possédez pas et quand sur Coinbase vous ne pouvez malheureusement pas faire de vente à découvert, autre chose comme ça, sauf pour le pro, je crois que vous pouvez le faire maintenant. Mais dans l'idée, c'est à peu près ça, donc c'est beaucoup plus facile quand vous listez quelque chose sur Coinbase de faire des revenus, surtout si vous faites du daily d'initié. Donc ils vont finir, ça pèse lourd en réalité aux États-Unis ce type de délit. Donc il y a du FUD, il y a des choses, ils vont s'améliorer et ça se revoit dans le cours actuellement. Et je pense qu'ils sont en train de pricer cette déchéance actuellement sur Coinbase. Mais si on prend par rapport à Tesla, c'est intéressant aussi parce que je le vois de plus en plus se passer. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'il faut acheter du Tesla? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est jamais? N'achetez clairement pas ça. Malgré qu'on soit, je pense, très, très proche d'un nouveau paradigme. Mais vous avez des choses qui sont en train de se passer, par exemple au niveau des superchargeurs. Partout en Europe, on est quasiment passé à 1 dollar le kilowattheure actuellement. Enfin, c'est délirant ce qu'on est en train de voir en Europe. Donc, partez du principe qu'aujourd'hui, si vous achetez une voiture électrique, c'est plutôt pour économiser de l'argent, même si on est un peu écolo, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ça vous coûtera, aujourd'hui, ça vous coûte beaucoup moins cher de mettre de l'essence que de mettre de l'électricité dans vos superchargeurs Tesla. C'est énorme, on dirait, le prix, même si vous avez sauf si vous avez une Tesla Model S d'époque, que c'est gratuit à vie ou sur les superchargeurs, il n'y a pas de souci au niveau des offres, mais vous n'avez pas du tout la même Tesla d'il y a 5 ans en arrière qu'aujourd'hui, au niveau de la Model S, ça il faut le savoir aussi, à peu près 80% du modèle a complètement été, au niveau de surcomposants, complètement revu, entre guillemets, vers des nouvelles technologies, etc. Mais ici, il faut savoir que le moindre écart de Tesla par rapport à des revenus sera sanctionné de façon extrêmement massive. Vous prenez Netflix, c'est la même chose. Mettez-le dans le même panier. Alors je suis d'accord que c'est pas du tout la même chose, mais le moindre écart au niveau de la rentabilité, de la perspective de croissance de Tesla, la news sera vendue, mais avec une force herculéenne. Moi je vise à moins 90% sur l'action Tesla en l'espace de quelques semaines. Grosso modo. Sauf si tout se passe bien. Je peux complètement me tromper, mais j'achète pas ça. J'achèterai potentiellement du Tesla très proche de 50 $ l'action. Personnellement. Voilà. Donc faites ce ratio-là entre des adoptions qui vont arriver. Oui, vous pouvez le regarder par rapport à aujourd'hui, on a envie d'électrifier, vous avez plein de documents, j'ai regardé ça un petit peu hier, je trouvais ça très intéressant, je ne sais plus où j'ai vu ça,
Voilà, par rapport à, voilà, ici, dans le monde, au niveau de la part de l'électrification, en Europe, aux États-Unis, beaucoup encore sur les hybrides non rechargeables, etc. aux États-Unis. Hein. Tesla, pas top. Bon, c'est pas très très grave. La Chine va s'électrifier aussi. On est en 2018 par rapport à 2030, jusqu'à 2030. Bon, vous avez un chemin tout tracé en réalité par rapport à l'électrification. Mais attention, l'électrification des véhicules, ça ne veut pas dire Tesla. Ça veut dire tous les autres constructeurs qui vont avoir des subventions. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes qui sont sur le game. BMW, Volkswagen, Renault, Peugeot, etc. Hein, c'est super important. Sachez aussi que Tesla a perdu des parts de marché en Europe. Ça a descendu en Europe au niveau des parts de marché. Bien évidemment, les constructeurs se mettent en jambes. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Donc le truc de Tesla, c'est qu'ils vont partager un gâteau, malgré qu'il soit de plus en plus grand. Oui, mais ce sera de plus en plus dur aussi. Donc faites attention à ces nouveaux paradigmes également. J'ai pas envie de vous décourager d'acheter du Tesla, mais je pense que vous pouvez, dans les prochains mois, très probablement, en acheter beaucoup moins cher. Aujourd'hui, les principaux revenus de Tesla, ce sont les bonus écologiques. Hein, on parle de 7 500 $ aux États-Unis, on parle de 6 000 € en Europe, notamment en France. Les bonus écologiques, c'est la rentabilité de Tesla. Ni plus ni moins. Le jour où on rentre en récession forte, le jour où on rentre en dépression, je pense que l'électrification et le côté écolo, surtout aux États-Unis, va peut-être passer un tout petit peu de côté pendant un certain temps. Et ça, Tesla va en payer le prix très cher. Très cher. Voilà, je voulais juste aussi vous parler de ça, pour vous faire un petit peu cette idée-là. Et je finis sur les échos parce que je sais que vous adorez que je parle des échos. Vous aimez pas ce journal, mais on s'en fiche, c'est le premier qui vient. Wall Street, le Dow Jones est entré en bear market. Merci les échos pour cette information. On n'était pas sûr à 100%. Pourquoi le Dow Jones est rentré en bear market? Parce qu'on vient de casser des supports sur le Dow Jones. Je finirai cette vidéo là-dessus. Il est où mon Dow Jones? Je le vois plus. Il est plus haut. Voilà, juste ici mon Dow Jones. Donc effectivement, on a cassé des précédents lots. Donc ici, pour les échos, ou pour le monde entier, pour les médias traditionnels, ça y est, le Dow Jones est rentré en bear market, marqué qu'on avait quand même des grosses structures en M, on avait une jolie... voilà. Donc ici, on est plutôt dans une correction, et ici, on passe en bear market. Donc partez du principe qu'il serait peut-être pas trop mal pour S&P 500 de faire une toute petite chasse à la liquidité là-dedans. Parce qu'au moins, le monde verra qu'on est rentré en bear market. Et c'est à ce moment-là, où le monde saura qu'on est rentré en bear market, sur les valeurs traditionnelles, qu'on pourra éventuellement initier un magnifique rallye. Et j'aimerais que notre ami Bitcoin fasse de même. Voilà, c'est pour ça que je vous mets en garde par rapport à cette toute petite zone de rechargement court terme. On ne lève pas les bras au ciel parce qu'on vient de prendre 5%, on a pris moins 30% en l'espace de 3 semaines, mais je pense qu'on devrait aller chercher, tôt ou tard, un tout petit peu plus bas. J'aimerais vraiment qu'on aille chercher très proche de ces bottoms. C'est exactement ce qu'on avait fait ici, en réalité. Hein. Ne se trompons pas, hein. Vous savez, hein, c'est toujours la même histoire chez le Bitcoin. Voilà, j'ai juste envie qu'on fasse ça. Et si on fait quelque chose comme ça, ok, je pourrais partir du principe qu'on est parti chercher les vendeurs. Maintenant, on peut faire un joli rallye. Le monde entier est en bear market. Alors que les news n'auront pas changé d'ici là. Hormis CPI, etc. Je ne dis pas du tout le contraire. Donc pour moi, je le répète, simple chasse à la liquidité, c'est juste des mouvements de market maker. Ni plus ni moins. Je peux me tromper. On le verra dans les prochains jours, bien évidemment. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans un Top Crypto. Vous m'avez demandé beaucoup de petites crypto-actifs. On les fait demain matin, 7h. Comme ça, pour boire le café pour ceux qui sont dans les transports. Merci à tous. On se retrouve dans une prochaine vidéo d'Hero du Bitcoin.